Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour continuer notre série sur l'année 2021. Après avoir terminé celle sur Kubrick, on continue donc avec le dernier James Bond, comme vous avez peut-être déjà pu le voir sur la miniature. Mourir peut attendre. J'en profite pour vous dire que si vous ne l'avez pas vu, je vais le spoiler, donc regardez-le avant de regarder cette vidéo. Donc c'est un film qui devait initialement être réalisé par Danny Boyle, qui a quitté le projet en 2018 je crois, et qui a finalement été remplacé par Cary Fukunaga. Et sa particularité, c'est que c'est le dernier déjà avec Daniel Craig, parce que surtout c'est la première fois qu'on voit James Bond mourir au cinéma, ce qui est assez surprenant on peut dire. J'ai un ami qui s'en est toujours parmi d'ailleurs. Ce qui m'amène justement à me poser cette question de comment meurt un héros au cinéma. Aujourd'hui on parle du dernier James Bond, Mourir peut attendre. Alors la première chose qu'on peut souligner, c'est ce titre qui marque le retour des titres sous forme de proverbe, entre guillemets. Mourir peut attendre, c'est dans la même veine que On ne vit que deux fois, Vivre et laisser mourir, Que n'est pas joué ou Demain ne meurt jamais. C'est une idée qui subsiste à travers le temps dans cette franchise, parce que tous les films que je viens de citer, ils ont été interprétés à chaque fois par des acteurs différents, ce qui montre bien que c'est dans l'essence même de la série, que ça traverse le temps, même si les films sont très différents ensuite. Et ce qu'on peut relever aussi d'ailleurs, c'est que tous les films que je viens de citer comportent les termes « vivre ou mourir ». C'est ce sur quoi on va axer notre réflexion aujourd'hui. Parce que évidemment la mort c'est quelque chose de toujours au centre des James Bond, mais le tournant qu'ont pris les films avec Daniel Craig, alors c'est peut-être le cas aussi avec ceux de Pierce Brosnan, honnêtement je les ai pas vus. Mais comme je le disais en tout cas, par rapport à ceux jusqu'aux années 80, la mort est plus prise au sérieux aujourd'hui dans la franchise qu'à ses débuts. Et du coup, là où Mourir peut attendre aurait pu être une réplique de Sean Connery un peu ironique, bah dans cet épisode, ça va être quelque chose que l'on craint à la mort, c'est plus du tout un sujet de plaisanterie pour le héros, et ça c'est lié dans le film à la manière dont on nous présente le danger. Une allégorie de ça, c'est l'introduction, qui est très bonne à mon goût. On a un danger qui se rapproche progressivement du lieu familier par excellence, la maison. C'est déjà une alerte sur le fait que le film va tourner autour de la famille, et qu'il va y avoir une menace justement sur cette famille. Et c'est aussi un début qui est presque plus proche de l'horreur que du film d'aventure, ou d'espionnage. On a un screamer je crois, et quelqu'un qui se cache sous un lit pour échapper à un meurtrier. C'est vraiment les codes de l'horreur finalement. Et une chose que j'avais remarqué à sa sortie, c'est le fait qu'il passe très vite pour les plus de 2h30 qu'il fait. C'est une chose que je me suis expliqué par le fait que, justement, il y a une très longue introduction. Notre repère dans les James Bond, c'est souvent le générique, c'est une attente en tout cas. Et il y en a une autre, c'est celle juste avant, c'est la scène d'action qui ouvre le film. Et c'est deux choses qui, dans Mourir peut attendre, vont être présentes à peu près un quart d'heure après leur arrivée en général, parce qu'il y a cette scène d'ouverture dont j'ai déjà parlé, et puis aussi les scènes entre Daniel Craig et Léa Seydoux en Italie, avant le vrai début des péripéties. Mais c'est des scènes qui vont avoir une vraie utilité dans le récit, parce qu'elles vont nous mettre dans la tête que le personnage envisage la mort, peut-être pour la première fois, parce que le premier moment où on a cette idée, c'est aux alentours de la 20e minute, quand ils sont tous les deux dans la voiture, et qu'il ne réagit plus alors qu'on leur tire dessus. On a la sensation à ce moment-là qu'il se laisse mourir pendant un instant, mais ce qui est déjà plus que dans tous les autres films. D'ailleurs, c'est un moment qui est sans aucune musique. Si vous faites attention, il n'y a plus rien pour renforcer ce moment, parce que pendant quelques secondes, le personnage tel qu'on le connaît n'existe plus. Et la musique, c'est l'expression justement du personnage. Et une chose que la fiction nous apprend, c'est que le héros a toujours le droit à une mort digne, alors que l'anti-héros, l'antagoniste, voire le méchant, n'y a quasiment jamais le droit en fait. Ça c'est une idée qui m'est venue au milieu du film alors qu'il n'était pas du tout question de ça. Et donc j'étais assez fier de moi là-dessus parce que ça se confirme par la suite. Et ce qui est intéressant avec James Bond, c'est que c'est un héros qui est quasiment, avec le temps, devenu un anti-héros, notamment dans son rapport avec les femmes. C'est intéressant parce que ça raconte quelque chose de notre époque finalement. Je sais que récemment j'ai découvert Blade Runner de 1982,
et dedans il y a Harrison Ford qui frappe une femme, et j'ai été très gêné, et j'en ai parlé avec un ami d'ailleurs qui m'a dit qu'il l'avait vu au cinéma, et qu'à ce moment-là il y avait un silence de mort dans la salle, et le fait que celui qui représentait l'idéal masculin dans les années 60 devienne presque un paria, à tel point que la sortie d'un nouveau film soit l'objet de controverses, et son remplacement par une actrice aussi d'ailleurs. Alors je vais pas entrer dans les polémiques parce que c'est pas l'objet de la vidéo, mais une chose que je voulais dire tout de même, parce que c'est en rapport avec le film, c'est que quitte à donner des rôles, à remplacer James Bond par une femme pour l'égalité homme-femme, autant donner à cette femme un rôle intéressant, ce qui n'était pas le cas j'ai trouvé dans le film, et c'est pas tellement de la faute de l'actrice, c'est vraiment de la faute du rôle. Par exemple, à l'opposé, celui de Paloma, interprété par Ana de Armas, est très intéressant j'ai trouvé, à la fois drôle et original pour un James Bond. Le fait que le personnage soit un peu maladroit et stressé, et le fait que lui interprète tous ces mots de manière aguichante, qui a un clin d'œil justement à la controverse sur le personnage. Voilà, mais globalement, là on retrouve l'essence même des James Bond, j'ai trouvé. C'est à travers l'exploitation des faiblesses, puis des forces du personnage. On pourrait résumer la franchise au fait qu'on montre d'abord ses faiblesses, avant de montrer ses forces. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui rend le personnage encore plus fort. Et ça c'est quelque chose qu'on retrouve très bien dans la musique, déjà dans la musique d'origine. On commence toujours par un accord mineur. Ensuite, en réponse à ça, on a un accord majeur, qui vient contraster et donner toute cette dimension héroïque. C'est quelque chose qui était déjà utilisé dans le western. De répondre par un accord majeur, ça donne toujours de la force. Et ensuite, on va avoir ce qu'on peut considérer soit comme un accord septième, soit comme un accord diminué, avec une autre basse du coup. Donc ça c'est Skyfall, c'est presque tout le morceau. C'est cette suite de 3 accords avec toujours l'accord majeur qui relie les deux autres. Dans Mourir peut attendre, c'est plus cette tonalité qu'on a avec le morceau de Billie Eilish, et qui est ensuite repris par Hans Zimmer. Et on va avoir un dernier accord qui va ajouter de la tension, et presque une suspension dans le temps. D'ailleurs, dans le morceau de Billie Eilish, que je trouve très réussi personnellement, on a cette idée du temps qui passe avec l'arpège. Je sais pas si vous avez la même sensation que moi d'entendre presque un tic-tac. Et ça, c'est la réponse qu'il va y avoir entre deux éléments. La montée de gamme, qui est l'élément immuable de la musique, qui subsiste, un peu comme le temps. Avec ça, on a évidemment cette basse, qui est la base des musiques de James Bond, qui elle descend. On a une montée et une descente, et puis on a ce gimmick de la BO de James Bond, qui est, comme je le disais tout à l'heure, associé au personnage principal. Et pour le coup, là où on respecte bien la gamme avec la montée et la descente, dans ce gimmick, on sort complètement de la gamme, un peu comme le personnage doit emprunter à chaque fois d'autres chemins que les sentiers battus. Voilà, donc je trouve que la musique de Billie Eilish est très réussie de ce point de vue-là. Elle apporte quelques nuances au thème d'origine. Et puis au-delà de ça, la voix de Billie Eilish, c'est l'expression même de la fragilité, avec ce petit vibrato sans puissance qu'elle maîtrise très bien. Si vous comprenez pas ce que je dis, un vibrato c'est ça. Donc c'est le fait de donner l'impression de faire vibrer sa voix. Et le vibrato sans puissance de Billie Eilish, c'est ça. C'est presque comme un sanglot. Donc finalement, Hans Zimmer a pas eu grand chose à faire. Il a plus travaillé sur l'orchestration, y compris sur le morceau de Billie Eilish, qu'il reprend d'ailleurs comme thème plus tard. Et il reprend aussi le thème de Monty Norman, composé en 62 pour Dr. No, à qui James Bond doit beaucoup. Et là où Hans Zimmer intervient, c'est pour les séquences dans lesquelles un personnage meurt, notamment le héros à la fin. C'est presque un don qu'il a depuis le Roi Lion en fait. Il y a aussi un thème très connu dans le Roi Lion. Et c'est presque devenu sa spécialité de composer des musiques de mort, des requiem. Alors mon avis sur le film est un peu partagé.
Je trouve d'abord que son erreur, c'est d'être toujours une accumulation de dangers potentiels, de menaces, mais plutôt que d'avoir l'effet d'un étau qui se resserre sur le héros, ce qui était à mon avis le but, on a plus la sensation que ce héros ne peut mourir, qu'il est invincible, et du coup quand vient la fin, quand vient sa mort, ça paraît presque irréel tellement on est sûr de son immortalité. Et en plus de ça, je trouve que la surenchère de sauvetage, de moyens de se sortir des pièges, ça donne surtout aux spectateurs l'envie de chercher la moindre incohérence, et il y en a beaucoup, notamment le fait que Safin, le personnage interprété par Rami Malek, laisse partir l'enfant à la fin. On se demande pourquoi, et puis ça paraît beaucoup trop simple. Je sais pas, ils auraient pu faire en sorte que le personnage s'échappe par lui-même, qu'elle trouve un moyen d'échapper à la vigilance du personnage et des gardes. Et puis il n'y a même pas de fond là-dessus, c'est pas quelque chose qui s'explique dans le film, ou alors ça m'a complètement échappé. Voilà, ça décrédibilise aussi surtout le personnage de Safin, donc, interprété par Rami Malek, qui à mon goût n'avait pas besoin de ça pour ne pas être crédible déjà, parce que je trouve que c'est un des gros points négatifs du film, la performance de Rami Malek en tant que méchant. Si on compare par exemple à Christophe Waltz, qui est l'incarnation du méchant, ça met en valeur les lacunes de Rami Malek à jouer un antagoniste de ce niveau, parce qu'on a l'impression que Rami Malek veut jouer un méchant, quelqu'un qui fait le mal. On a l'impression qu'il juge lui-même son personnage pendant qu'il joue, alors que Christophe Waltz a aussi un côté attirant en tant que méchant, et c'est pas vraiment un méchant qu'il joue, mais plutôt un charmeur, parce que si on n'a pas le contexte, on peut penser que c'est la personne la plus gentille, la plus courtoise du film. C'est avec le contexte qu'il devient quelqu'un de maléfique. Et ça, c'était déjà le cas dans Inglourious Basterds de Tarantino. Et puis il y a aussi le fait que Rami Malek soit trop jeune pour interpréter ce personnage par rapport à la cohérence de l'histoire. Ou alors c'est Léa Seydoux qui est trop vieille, mais dans la vraie vie, il y a 4 ans d'écart entre les deux acteurs. Ce qui pourrait ne pas se voir, mais il a quand même un visage assez jeune. Sinon, du point de vue de la mise en scène, dans l'ensemble, j'ai trouvé ça très réussi. Même si, il n'y a rien de très original. Il y a quand même un plan séquence de presque 2 minutes à la fin, dans les escaliers, qui a peut-être été un peu truqué, mais dans lequel il y a quand même quelque chose d'intéressant au niveau de la couleur. Il y a aussi un travail sur les ombres à un moment donné. Et puis globalement dans le film, il y a des contrastes de couleurs assez beaux, avec à chaque fois des teintes associées à des scènes précises. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez l'aimer avec un pouce en l'air, ou encore mieux, vous abonner si vous ne voulez pas manquer les prochaines. En tout cas, moi j'ai été ravi de la faire, de tester aussi un nouveau moyen de narration avec le piano pendant que je commentais. Vous pouvez me dire aussi ce que vous en avez pensé en commentaire. La prochaine fois qu'on se retrouve, c'est lundi normalement, avec le début d'une nouvelle série. J'espère que ça vous plaira d'ailleurs. Et d'ici là, moi je vous dis à très vite.